Merci. Merci pour ce bel accueil. Merci, mes Marseillais, vous en rajoutez tout le temps. Je me présente devant vous à l'invitation de l'organisateur de cet événement, dont je prends la mesure depuis ce matin, avec le privilège que l'âge me donne d'avoir vu les choses et de réaliser qu'il y a au moins 10, peut-être 15 ans, qu'il n'y a pas eu une manifestation de cette sorte dans notre pays. Si bien qu'on peut dire que ce jour, peut-être, à sa façon, et si vous lui donnez un lendemain, ce jour marque une transition. Ce qu'on appelle les quartiers, accumulant les discriminations et les relégations, avait également disparu de la scène politique positive, celle où l'on dit les choses et où on propose au pays, pour entrer dans l'unique catégorie des faits divers, ultime relégation des populations, ultime négation de leur humanité. Je me présente devant vous comme ayant été le témoin de ces temps dont je vais vous parler pour apporter ma contribution qui naturellement n'est pas de même nature que ce qui a été dit ce matin. Et je ne me sentirai pas légitime à évoquer des souffrances et des situations que vous avez déjà décrites si bien et dont cet après-midi vous allez aller vers les solutions qui permettent d'y faire face. Mais je me présente aussi à cette heure devant vous comme témoin, député de Marseille, député de la circonscription où se trouve le quartier le plus pauvre de France. Député de Marseille où, en quelque sorte, et comme d'habitude, Marseille aura fonctionné comme une sorte de loupe sur la réalité du pays, mais qui ne doit jamais faire oublier la réalité du pays. Marseille, c'est seulement le pays en plus fort, en plus beau, en plus malheureux, en plus heureux, en plus. Les immeubles qui se sont effondrés à Marseille sont le symbole d'un effondrement général de la société organisée dans notre pays, quand il n'y a plus de services publics, quand il n'y a plus d'État, quand il n'y a plus personne pour penser le bien commun et où seule la cupidité, la rapacité a tous les droits. Voilà pourquoi, au fond, depuis les événements de Marseille, toute la France populaire est elle-même effondrée. Car elle a vu en quelques heures se dessiner le portrait de ceux qui partout se préparent. C'est donc le député de Marseille qui vous parle et qui vous dit qu'à Marseille, où sont les problèmes, à Marseille aussi se sont inventés des solutions. Et elles seront mises en partage aujourd'hui. Il est significatif que notre réunion ait lieu ce 18 novembre, qui, comme tout le monde le sait, est le lendemain du 17. Et que donc, voici tout un secteur de la France populaire qui se donne à voir dans cette salle, après qu'hier, un autre secteur de la France populaire se soit mis en mouvement. Cette France qui travaille, de la ruralité, des gens qui n'ont pas d'autre choix, parce que la société et l'espace a été réorganisé pour cela, que de se déplacer en voiture, et qui, dorénavant, estime que la limite a été atteinte du tribut que le capitalisme peut prendre sur ceux qui travaillent, car c'est de cela dont nous parlons. L'augmentation du prix du carburant, c'est un tribut qui est payé par des gens qui n'ont pas d'alternative et à qui, en plus, on jette à la figure le mépris d'une accusation sans fondement. Il ne serait pas responsable, il ne serait pas écologiste. Exactement comme on jette à la figure des gens qui vivent dans ce qu'on appelle les quartiers le mépris de « ces gens-là sont violents, ces gens-là ne savent pas se tenir », alors même qu'ils n'ont souvent eu aucun recours contre les violences qui leur sont faites quotidiennement
qui sont les violences de l'humiliation, qui sont les violences de la relégation, qui sont les relances du refus d'entendre la parole qui vient des quartiers populaires, celle des pères et des mères de famille, celle des jeunes gens qui tâchent de se construire un destin. La France est en mouvement et c'est le signe le plus réconfortant. La France est en mouvement d'insoumission et elle l'est à partir de son peuple. Je vais préciser le mot, le peuple populaire, celui qui a le plus à gagner à une transition définitive avec le régime actuel. La France populaire se ferait son chemin vers, non pas la lumière, qu'est-ce que ça voudrait dire? Que nous vivrions dans l'ombre? Non, vers la visibilité. Le premier enjeu du retour des quartiers populaires sur la scène politique, c'est de se rendre visible en tant que force politique, populaire, cohérente et de masse. Je voudrais montrer que ce que nous vivons aujourd'hui s'inscrit dans une histoire longue dont la signification ne vient pas des lieux. Autrement dit, ce ne sont pas les quartiers qui font l'histoire des quartiers. Je veux dire, ce ne sont pas la cité machin, la cité truc, la cité bidule qui fait la question des quartiers. Ce qui fait la question des quartiers, c'est l'évolution du système dans lequel nous vivons. Ce ne sont pas les lieux qui font l'histoire. Ne croyez pas tous ces élus qui font des gargarismes avec la phrase « nos territoires », comme ils disent. Les territoires, mesdames, messieurs, mes chers amis, les territoires n'existent pas. Il n'existe qu'une seule réalité, la réalité humaine. Les seules choses qui existent, c'est la population. Et la population est d'abord triée en fonction de critères sociaux, et ces critères sociaux ont à voir avec la répartition de la richesse entre ceux qui produisent et ceux qui accumulent. Les quartiers sont l'image de la domination du capitalisme de chacune des époques à l'intérieur desquelles ils ont été construits et développés. J'ai pu connaître cette période particulière, celle qui a vu des années 50 aux années 70 l'exode rural et l'afflux d'1 million de pieds noirs qui, d'un instant à l'autre, ont connu un déclassement social. Cette période, le capitalisme industriel avait besoin que les populations accumulées dans les milieux ruraux viennent au travail dans les usines, parce que c'était ces usines qui faisaient la richesse et l'accumulation dans le pays. Pour y pourvoir, on est allé chercher non seulement tous ceux qui vivaient à la campagne, mais également des foules d'immigrés que l'on allait chercher dans les villages pour les faire venir en leur promettant un avenir radieux. Mais à cette époque, il faut dire les choses comme elles étaient. Pour beaucoup, l'habitat en cité était un bienfait. On y trouvait de la lumière, les pièces étaient séparées, elles étaient spécialisées. On avait des chambres pour chacun, il y avait une cuisine, il y avait l'eau courante, il y avait le chauffage, il y avait la cave, etc., etc. Les gens vivaient dans l'idée que demain serait meilleur. Et d'ailleurs, ils vivaient dans l'idée qu'ils ne faisaient que passer dans la cité. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour beaucoup d'entre eux. Cette phase, elle a un moment, il faut toujours qu'il y ait une date. C'est 1958 où l'on décide de la création des zones à urbaniser en priorité. C'est un volontarisme d'État qui réorganise la distribution de la population dans le pays pour qu'elle soit à l'endroit où on a besoin d'elle. Ce ne sont pas les gens qui ont décidé d'aller là-bas. On a créé les conditions pour qu'ils soient là, et là seulement. Tout est politique. La présence de la population à un endroit ou à un autre et la manière avec laquelle elle vit est un résultat politique. N'acceptez jamais gagner la guerre psychologique de ceux qui veulent vous rendre responsable personnellement de votre situation. Non, les chômeurs ne sont pas responsables du chômage. Non, les pauvres ne sont pas responsables de la pauvreté. Non, les gens qui habitent dans les quartiers ne sont pas responsables de la situation et de l'état dans lequel ils vivent. Ce n'est pas vrai. Tout au contraire, la révolte est là et l'insoumission pour passer à autre chose. Je vous ai décrit cette première période et puis il y en a eu une deuxième. Quand le capitalisme a commencé à changer en France et dans le monde, il est devenu financier, il est devenu plus spéculatif que jamais. Et alors, ce nouvel état du capitalisme s'est appliqué aussi à la façon avec laquelle les populations ont été rangées et organisées dans le pays. C'est le moment où l'on a décidé
que le logement lui-même était une marchandise et qu'il fallait marchandiser le besoin de logement tel que vous le rêviez, tel que nous le rêvions. Parce que dans nos cités, j'habitais à la cité Séminore, à Yvetot, si vous voulez tout savoir, il y avait trop de bruit. Et on voulait un logement plus silencieux. Il y avait trop de ceci, pas assez de cela. Bref, comme tous les êtres humains, nous voulions mieux. Et à ce moment-là, on est venu nous voir en nous disant, mais bien sûr, vous avez raison, achetez-vous votre logement. Et pour qu'on a donc créé un marché du logement, ça peut paraître, il existait le marché du logement. Je veux dire, il y a toujours eu des gens qui achetaient et qui vendaient des logements. Mais on a voulu en fabriquer un à échelle de masse et on a voulu que la question du logement ne soit plus qu'une question qui avait à voir avec l'accumulation. C'est nouveau, c'était pas comme ça avant. Et ça a été la deuxième phase. Et là aussi, il y a une date. Pour qu'il y ait un marché, il faut qu'il y ait deux conditions. Premièrement, de la rareté. Ça paraît bizarre. Comme il n'y a pas de quelque chose, bah, si vous en voulez, il faut payer. Par exemple, si vous trouvez de l'eau potable sans passer par un robinet ou une bouteille, bah, c'est plus un marché. Et pour l'habitat, c'est pareil. Ils ont donc créé un marché, aider à ce que ce marché existe, en disant aux classes moyennes, vous ne pouvez quand même pas rester là. Et en leur proposant des emprunts qui en plus permettaient de les tenir. Parce que quand vous êtes pris pour 15 ans, 20 ans par un emprunt, que vous savez très bien qu'il vous en faudra un autre en cours de route, bah vous êtes tenu. Parce que tous les mois, il faut payer la traite, la chose qui est attendue. Là aussi, il y a une date qui permet de bien repérer le moment où ce marché a été créé. C'est Giscard d'Estaing qui, en 1977, décide que les aides de l'État, qui allaient, on disait, à la pierre, c'est-à-dire au bâtiment, à ce qu'on construisait, iraient à la personne. Et que donc vous auriez des allocations individuelles, l'APL et quelques autres de cette nature, pour pouvoir payer et vous aider à payer votre logement, et bien qu'il soit privé ou pas. Et puis, cette période a duré le temps qu'elle a duré, jusqu'au moment de la période des années 2000 que nous vivons. Et là aussi, il y a une nouvelle étape. Vous la voyez sous vos yeux. La ville, les lieux de la ville, l'accès au réseau, ce qui permet d'exister, c'est-à-dire d'être près d'une école, en tout cas dans une distance raisonnable, d'être près d'un médecin, qu'il y en ait assez, être près d'un service public, être à côté d'un transport. Tout ce qui était dans la logique ordinaire de la construction des villes devienne rare et soit approprié. Et donc on a créé un espace d'accumulation fictive. C'est-à-dire que des quartiers, il n'y a rien de changé, des beaux quartiers, il y a toujours la même rue, il n'y a pas un gramme, il n'y a rien qu'à changer, la lumière est là. Je vais vous parler des quartiers de Paris, parce que je les connais aussi. Et puis il y a le métro, et puis il y a le bus, il y a le machin, ouh là là, il y en a des choses. Donc on va le réserver à quelques-uns. Et les populations vont être repoussées, de plus en plus repoussées. Et ces endroits particuliers, qui sont à peu de choses les mêmes qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans, qu'il y a 20 ans, à peu de choses les mêmes, tout d'un coup prennent une valeur inouïe, jusqu'à des 10 000 € le mètre carré, 11 000 € le mètre carré. 350% d'augmentation du prix dans certains quartiers de Paris en 10 ans. Qu'est-ce qu'il y a qu'à changer? L'air est plus pur? Non, il est plus dégueulasse. Qu'est-ce qui a changé? Ici, là, une chose ou l'autre, oui, mais fondamentalement, quelle est la nouvelle valeur d'usage de ces lieux qui crée une valeur d'échange pareille? Donc vous voyez le mécanisme qui est à l'œuvre. Mais le mécanisme qui est à l'œuvre, c'est celui qui expulse les populations et l'une repousse l'autre. Et à la fin, on en est toujours au même point. C'est le dernier arrivé et le moins lié, celui qui a le moins de lien social, celle qui a le moins de lien social, qui est le plus relégué, le plus opprimé, le plus culpabilisé, le plus mis dans des difficultés. Il y a donc une logique politique à l'œuvre. C'est ce que nous devons cesser de répéter. Non, nous ne sommes pas coupables de cette situation et nous pouvons la transformer du tout au tout par l'action politique. Nous pouvons tout changer, tout transformer du moment qu'on décide de le faire parce qu'on en a les moyens. Et puis dans ces années, je viens de vous les décrire, 2005, quelle est la date? J'ai cherché pour voir quel pouvait être le moment qui me permette d'éclairer devant vous cette transition. Vous savez bien, ça ne tombe jamais pile poil, les cycles de l'histoire ne sont pas exactement réguliers, mais il y a toujours un moment qui est un peu un symbole. Et c'est ce symbole qu'il faut être capable d'attraper à temps. Ce symbole pour nous,
C'est une décision qui a été prise en 2005 par la Commission européenne. Oui, c'est un symbole. Pourquoi? Normalement, le logement social, c'est ça dont on parle ici, mais toute la situation des quartiers ne se résume pas au logement social. Je voudrais tout de même le rappeler. Le quartier de Marseille dont je vous parle n'est pas du logement social. C'est la nouvelle génération, en quelque sorte, des quartiers, ceux qui sont appropriés par les marchands de sommeil. Mais d'abord, je vous donne cette date. En 2005, la Commission européenne décide une chose qui apparemment n'est pas de son ressort. Jusque-là, le logement social, c'était de la compétence des États. On ne voit pas pourquoi l'Union européenne se serait occupée de logement social. Mais en 2005, elle décide que le logement social fausse le marché qui doit être libre et sans concurrence, en concurrence loyale. Il décide que le logement social, comme il bénéficie de subventions, il fausse le marché. Parce que vous vous rendez compte, il y a des gens qui vont habiter en logement social plutôt que de s'acheter un appartement et de bénéficier des différentes aides. Voilà la logique. Et à partir de là, l'Union européenne punit un pays parce qu'il a trop de logements sociaux. Il punit les Pays-Bas. Et ensuite, qui héberge de cette manière 30% de la population. Puis il punit la Suède, c'est-à-dire tous les pays qui avaient conçu une vision de la ville que nous autres on connaît bien, qui était l'héritière de nos propres tentatives de construction mutuelle dans les débuts du mouvement ouvrier, où il y avait des sociétés. J'ai connu par exemple à Massy une société où on avait construit des petits pavillons en meulière et qui s'appelait l'avenir du prolétariat. Et puis, il y avait d'autres quartiers, c'était la rue de l'effort mutuel, parce que les gens avaient construit le quartier ensemble. Et puis, vous avez, à Vienne et en Autriche, des cités ouvrières qui sont considérées aujourd'hui comme des modèles du bien-vivre. Parce que l'idée, c'était que le logement social, ce serait le meilleur du logement mis à la disposition de tous. Et du coup, que tout le monde aurait envie d'y être. Et d'ailleurs, pendant longtemps, et notamment dans les années 70, quand on a commencé à ségréguer les gens socialement de plus en plus, on a quand même dit, écoutez, essayez de vous mettre, restez quand même ensemble. On ne va pas laisser seulement certains à un endroit et tous les autres s'en vont ailleurs parce qu'ils ne veulent pas vivre avec ceux qui gagnent le moins. Et donc, on encourageait la classe moyenne à rester dans les logements sociaux, quitte à inventer pour ces gens un surloyer. Comme ils gagnaient plus que la moyenne, eh ben on leur faisait payer un surloyer. Et on pensait tous à l'époque que c'était une bonne chose. Parce que ce n'est pas une bonne chose que le ghetto. Ni le ghetto de pauvres, ni le ghetto de riches. Parce que quand les riches sont entre eux, alors ils oublient le reste du monde. Et quand ceux qui ne sont ni riches ni pauvres sont condamnés à errer parce qu'ils ne peuvent accéder ni à l'un ni à l'autre, eux aussi finissent par ne plus porter la parole de tous les autres. Quand vous aviez dans le même HLM l'ingénieur qui travaillait au CNRS quand j'habitais à l'Essonne, et le gars de la régie Renault, eh bien les rapports sociaux qui s'établissaient entre eux, parce qu'on a tous des enfants, on va à l'école, etc., on se parle, il y a la fête de l'école, il y a les fêtes des uns et des autres, on se parlait, et celui qui des fois était le plus téméraire ou qui connaissait le mieux les droits, disait à l'autre, ah ben te laisse pas faire, il y a ceci, il y a cela, tu peux demander ceci, cela. Le mélange des populations, c'est pas juste une affaire, comment dire, de bon cœur, c'est une affaire de construction d'une nation. C'est parce que nous sommes un même peuple, malgré nos diversités innombrables, que nous voulons former un même peuple qu'il faut vivre ensemble. Séparer les gens, spécialiser l'espace, ranger les gens comme des objets dans des boîtes, c'est les opposer, les diviser, les séparer. Et pour terminer, ruiner de l'intérieur l'idée qu'on se fait de la vie en commun, de l'existence d'une nation et de notre capacité de former tous ensemble un peuple. Donc, la nouvelle phase dans laquelle nous sommes est une phase totalement contre-républicaine, puisqu'il n'y a ni liberté, ni égalité, ni fraternité dans ces conditions de répartition de la population. Ne vous y trompez pas. Cette loi, donc, vous ai-je dit, de l'intervention qui punit ceux qui donnent trop de logements sociaux, les pays qui ont trop de logements sociaux, vous montre une fois de plus que la politique que nous voulons mettre en place, que vous attendez
du point de vue des demandes que vous avez présentées pendant toute la matinée, est contradictoire au traité européen. Tant que vous acceptez qu'au sommet de la pyramide des normes, tout en haut de ce qui compte, de la hiérarchie des valeurs, c'est la compétition et le marché, vous aurez cette société pourrie dans laquelle nous vivons. C'est cela qu'il faut détruire. Alors regardez la nouvelle phase. Je vous ai dit, d'un côté, ils organisent l'accumulation des valeurs qui n'existent pas. Vous achetez un bien, un appartement, et voilà qu'à un endroit il ne vaut plus rien en quelques années, et à l'autre il vaut tellement que c'est comme si vous aviez acheté des lingots. Mais du coup, ils ont organisé autre chose. C'est le marché du logement chez les pauvres. Autrement dit, les populations ne sont pas seulement reléguées, quand elles sont reléguées, elles sont réintroduites dans le circuit capitaliste pour qu'il en soit tiré du profit. Si bien que les populations se répartissent en deux catégories. D'un côté, ce qu'on appelle la gentrification. Vous avez dû entendre ce mot, j'en suis sûr, ici, tout le monde le connaît. C'est-à-dire qu'on amène dans certains quartiers des gens qui ont les moyens et qui vont créer un style de vie dont on pense que lui-même, il est attractif pour les autres. Parce que c'est plus souriant, c'est plus gai, c'est plus léger. Et c'est une politique volontaire qui est appliquée dans toute une série de villes. Je pourrais vous en parler fort bien, parlant de Marseille. Marseille, pour la gentrification aussi, c'est raté, parce qu'il y a le peuple. Et donc, on a voulu gentrifier une rue entière où il n'y a plus personne. C'est-à-dire que tous les gens qui s'y trouvaient ont été expulsés, et on a voulu y mettre des gens plus riches, mais les gens plus riches, ils ne viennent pas. Résultat, tout est vide. Bon, tant mieux. Ne vous inquiétez pas, le moment venu, on saura remplir. La réquisition n'est pas faite pour les chiens. Mais, écoutez bien ce point pour que vous compreniez la logique des événements. Comment les événements se construisent. Sinon, on ne comprend pas. On croit que c'est de la faute du voisin, on croit que c'est de la faute de ceci, de cela. Non. Regardez ce qui se passe. Je vous ai dit, ils ont fait un marché de la pauvreté. Comment s'y prennent-ils? Eh bien, ils font en sorte que vous n'ayez pas de logement et donc pas d'autre recours que d'aller voir les marchands de sommeil, qui, eux, vous en proposent. Ils ne vous demandent pas de dépôt de garantie, eux. Mais si vous allez chez n'importe quel logeur privé, on vous demande le dépôt de garantie. Si vous allez dans un logement social, on vous demande le dépôt de garantie. Si bien que vous trouvez des gens qui sont dans des logements indignes, insalubres, et qui payent des loyers extrêmement chers, comme si c'était quasiment des appartements de luxe. Et qu'on voit des 600, des 700 euros par mois, des 100 euros de charges tous les mois, comme je l'ai vu à Marseille dans plusieurs quartiers où nous discutions, et qui ciblent finalement un nouvel adversaire qu'il faut nommer, parce que nous allons les combattre avec les méthodes particulières qui sont celles du peuple. Cet ennemi, c'est le marchand de sommeil. Ça suffit de laisser croire qu'ils sont là par hasard et qu'on ne sait pas qui c'est et comment on va les attraper. Bon, vous avez bien retenu ce que je viens de dire, mais je voudrais vous montrer comment ça a été décidé d'être organisé d'une façon méthodique. C'est ce qu'ont fait les macronistes. Et voici comment ils s'y sont pris. Ça s'appelle la loi Elan. Dans cette loi Elan qui concerne le logement social, tous les 3 ans, on a le droit de venir vous voir, ça a été décidé, pour vérifier votre situation. Vérifier si vous justifiez votre présence dans ce logement social ou pas, ou si on va vous en proposer un autre, ou si on va vous mettre dehors. Donc, vous allez donc être dorénavant surveillé et réexaminé tous les 3 ans. Naturellement, vous pouvez penser que c'est pour votre bien. En effet, ça se pourrait. Mais comme il n'y a plus personne qui croit au Père Noël dans cette salle, hélas, il y a fort à soupçonner que ce soit d'autres intentions qui soient à l'œuvre. Lesquelles? Dans la loi Elan, il a été décidé d'augmenter le nombre des appartements HLM qui seront mis en vente. À la découpe ou par lot entier. À la découpe, ça veut dire à l'intérieur d'un bloc. En entier, c'est le bloc tout entier. Il n'y a pas besoin d'être un aigle en économie pour comprendre ce qui va se passer.
Comme d'un autre côté, l'État ne donne plus d'argent pour le logement social, on dit aux bailleurs sociaux, débrouillez-vous pour trouver vous-même l'argent en vendant. Vous vendez et vous construisez. Bah tiens, c'est malin, non? Concrètement, qu'est-ce que cela va vouloir dire? Les bailleurs sociaux vont vendre quoi? Bah, ce qui se vend le plus facilement, c'est-à-dire les meilleurs appartements, les mieux situés, ceux qui sont les plus proches des commerces et des transports publics. Et puis il restera les autres. Et quand ils vont vendre ces meilleurs appartements, eh ben, il y a intérêt à ce que vous soyez en état de l'acheter. Parce que si vous n'êtes pas en état de l'acheter, eh bien vous en serez expulsé. On voit donc comment la ségrégation sociale va entrer là. Et puis on en vendra un peu de partout, des logements de cette nature. Ça va devenir un placement. Croyez-vous que les riches, les importants, les puissants vont venir dans ces logements-là, à cet endroit-là? Pourquoi pas? Mais ils ont déjà où vivre. Par conséquent, qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont acheter pour louer. Et voilà comment la profession de marchand de sommeil va connaître un développement extraordinaire à cause de la loi Elan et de la possibilité de vendre et de vendre à la découpe des appartements sociaux. Voilà pourquoi une nouvelle période politique et sociale s'ouvre devant nous. C'est la raison pour laquelle cette réunion est un événement et je veux encore féliciter Éric Coquerel et ses équipes d'en avoir eu l'idée et d'avoir tenu bon, de sorte que l'événement ait lieu. Je ne vais pas abuser du temps qui m'a été offert devant vous. Mais je veux vous parler de cette nouvelle étape de lutte, puisque j'ai commencé par là en évoquant cet exemple d'auto-organisation qu'a été la journée du 17. La journée du 17 novembre est un événement social et politique considérable. Il confirme en tout point la théorie de la révolution citoyenne et de l'ère du peuple. Ce sont des gens du commun, sans responsables particulièrement, qui ont formé partout où ils le pouvaient des assemblées citoyennes, c'est-à-dire réunissant tous ceux qui avaient envie de se réunir pour participer à l'action dont ils estimaient qu'elle était indispensable pour leur avenir. Ils se sont battus de cette façon pour le pouvoir d'achat. Il y a beaucoup de leçons à tirer parce que nous avons vu en grand quelque chose dorénavant qu'il s'agit de répandre dans tout le pays, parce que c'est à ce prix-là, avec ces méthodes-là, que nous changerons de fond en comble le pays. Ce ne sera pas simplement par une pure et simple délégation de pouvoir à quelques personnes. Ce sera par une action collective, de masse, incluant tout le monde, en tout cas tous ceux qui veulent venir participer à l'action, quelles que soient leurs opinions, quelle que soit leur religion, quel que soit leur genre, quelle que soit leur couleur. Le premier enjeu est de se rendre visible. Eux ont choisi les gilets jaunes. Ça leur vaut un petit dessin dans le journal Le Monde, où il est marqué « Ah, c'est bien cette auto-signalisation d'un troupeau d'abrutis ». Vous comprenez les règles de la politesse? Si c'est moi qui traite quelqu'un d'abruti, c'est une injure abominable qui mobilise la moitié des rédactions. Mais si une rédaction nous traite, nous, les insoumis, d'abrutis, ou les gens qui portent des gilets jaunes, non, c'est de l'humour. Vous n'êtes pas nés au bon endroit, vous autres, hein. Vous ne comprenez pas les règles de la sociabilité. Devenir visible. Deuxièmement, refuser les stratégies autodiscriminantes et marginalisantes. Je vous parle avec toute la fermeté de quelqu'un qui a l'expérience des stratégies de combat. L'adversaire veut que vous vous identifiez à la caricature qu'il fait de vous. Il est heureux quand les pauvres ressemblent à des pauvres et se comportent comme le riche croit qu'un pauvre se comporte, et souvent il ne sait pas de quoi il parle. L'important est content quand un ouvrier se comporte comme il espère qu'un ouvrier se comporte, c'est-à-dire sans être organisé dans le syndicat et d'une manière violente. Nous devons refuser tout ce qui autodiscrimine, tout ce qui nous marginalise. Et je vais parler avec vous encore plus franchement et plus directement.
je veux vous dire la chose suivante. Je sais quelles sont les populations qui sont là, dans ces quartiers. Eh bien, moi, je veux les nommer. Je n'ai pas peur, je n'ai pas honte de le dire. Ce que vous voyez là, c'est la nouvelle France. Ce sont les nouvelles populations. C'est elles qui constituent la patrie aujourd'hui. Ce sont leurs enfants qui veulent réussir à l'école. Ce sont ces parents qui demandent que la dignité de l'application de la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Voici la nouvelle France, celle sur laquelle nous nous appuierons pour construire et faire tout ce qu'il y a à faire dans ce pays demain pour tout changer. Oui, pour tout changer, nous aurons besoin de milliers d'ouvriers et d'ouvrières hautement spécialisés, d'ingénieurs, d'architectes, de gens sachants. Or, toutes ces professions sont en tension. La masse qui participera à la transition écologique, la masse qui va participer au changement des process de production, d'échange et de consommation, elle est là, c'est le peuple. Rien d'autre, ni personne d'autre que lui, ne sait le faire aussi bien et autant en masse que grâce à cette nouvelle France qui est là et qui attend son heure. La révolution citoyenne, elle est d'abord appuyée sur la nouvelle France. Dans ce contexte, j'ai une chose à vous dire. L'action revendicative traditionnelle ne suffit plus. Bien sûr, il faut qu'elle ait lieu. Bien sûr, il faut faire des pétitions quand il y en a besoin. Bien sûr, il faut faire des manifestations quand il y en a besoin. Mais nous avons besoin de processus d'auto-organisation plus puissants que tous ceux que nous avons connus. Permettez-moi de donner des exemples qui, dans leur complexité, éclairent la situation dans laquelle nous sommes. Voyez-vous, à Marseille, les amis ont décidé de repeindre une école. Et il était frappant de voir comment le pays tout entier en a entendu parler en quelques heures par les réseaux sociaux. Et s'il en est ainsi, ce n'est pas le réseau social qui crée l'attention ou l'action. C'est l'action et l'attention qui créent le réseau social sur un sujet. Pour que des milliers de gens s'y soient intéressés de cette façon, c'est parce qu'ils entendaient un signal. Je ne vous cache pas qu'il y a eu des discussions. Certains disaient, mais c'est quand même pas à nous, en plus d'aller peindre l'école, qu'ils ont laissé dans cet état. Et les jeunes parents d'élèves disaient, sans doute. Mais en attendant, c'est maintenant que nos enfants sont petits, et c'est maintenant que nous ne voulons pas qu'ils vivent dans la laideur. Car parmi tous les biens qui sont disputés au commun des mortels, du fait de la spécialisation sociale de l'espace, bien sûr il y a l'eau, bien sûr il y a l'air, bien sûr il y a ceci, il y a cela, mais il y a aussi une chose qui appartenait en commun à tous les êtres humains, et dont vous remarquez qu'elle est toujours présente dans les beaux quartiers, notamment ceux qui, comme dans ma ville, sont équipés d'une barrière qui les protège quand vous arrivez sur la route, c'est fermé, il y a un poste de garde, ils vivent entre eux. Et vous savez, la première chose qui vous frappe, c'est pas la barrière, c'est que c'est beau. Il y a des beaux arbres, c'est bien aligné avec le ciel, et les bâtiments sont du bon côté par rapport au lever et au coucher du soleil. Et ça, cette harmonie que l'être humain ressent instantanément avec son environnement, ça s'appelle la beauté. La beauté est un bien commun. La beauté doit être mise en partage. La beauté est une exigence. Eh bien, quand on dit « je ne veux pas que mes enfants vivent dans la laideur, la saleté et une image telle qu'ils se disent, nous, on peut vivre là-dedans pendant que d'autres vivent dans d'autres choses. » Eh bien, je comprends cette revendication des parents. Et c'est pourquoi ils sont allés repeindre cette école, quand bien même, c'est vrai, ça n'était pas à eux de le faire. Que veut dire cet exemple, qui ensuite est devenu contagieux, car dans une autre rue où l'on avait l'habitude de rouler à toute vitesse, fût-ce au prix d'écraser des gens de temps en temps, et où personne ne faisait rien, il a été décidé d'une autre action qui a consisté à bloquer la rue pendant 3 jours. Ben, faut le faire, figurez-vous. Bloquer une rue 3 jours, ben, c'est pas facile. C'est pas facile. Il faut du courage, il faut de la ténacité, il faut s'entraîner, les uns les autres. Et à ce moment-là, je ne veux pas oublier de le mentionner, apparaît ce qui est le plus important dans la vie des collectifs humains. Le plus important, c'est la fraternité. C'est le lien entre les gens. Car cet habitat abominable où l'on spécialise tout le monde dans un coin, isole les gens, brise les liens, et à la fin, chacun est tout seul dans son coin. Tandis que dans l'action, dans l'auto-organisation, dans l'entraide, se recrée un sentiment d'appartenance commune, qui alors vous donne une force que personne ne peut vaincre à ce moment-là, car le grand nombre est là.
et il agit, et il fait, et ils sont les plus nombreux, les plus efficaces. Et voilà ce qui s'est passé. Ça faisait 25 ans que les gens réclamaient un ralentisseur, ils l'ont obtenu en 3 jours de blocage. Et là aussi, l'exemple est devenu contagieux, parce que les jeunes qui étaient autour de moi, je leur dis, mais quand même, comment vous faites pour supporter un truc pareil? Moi, je n'avais pas encore vu ça, des bâtiments de 12 étages où les garde-fous ne sont pas à l'auteur réglementaire. Et un pauvre enfant, une pauvre fillette est tombée du 12e étage dans cet immeuble. Et alors, ils parlaient entre eux, et je vais dans le hall, mais comment une chose pareille est-elle possible? Alors on se met à parler, et un jeune qui était là me dit, oui, ben, le marchand de sommeil, on va l'attraper. Et il se proposait d'organiser une grève des loyers, mais une grève intelligente, parce qu'il me disait, on va faire une caisse de dépôt où on va mettre les loyers, parce qu'il ne faut pas les se ficher soi-même dans la pagaille, après on ne sait plus comment faire, il y a les gens qu'on... C'est la vie, quoi, on le sait tous, hein. Si vous ne dépensez pas une chose un mois, bah, vous le consacrez à autre chose, hein, on a tous des problèmes. Donc, il voulait faire cette caisse. Je ne sais pas ce que cette idée va devenir. Mais c'était la première fois que j'entendais quelqu'un dire qu'il allait organiser une grève de loyer contre les marchands de sommeil. Eh bien, si des gens organisent des grèves de loyer contre les marchands de sommeil, eh bien, ils ont raison de se révolter, ils ont raison de le faire, et nous aurons raison de les aider. Et qu'on ne vienne pas nous chauffer les oreilles avec les droits de la propriété, qui, dans cette circonstance, ne sont rien d'autre que le droit de faire souffrir des gens. L'auto-organisation dont je viens de vous parler, à son tour est devenue contagieuse. Les uns avaient réclamé pendant 3 jours des ralentisseurs, et bien dans le quartier suivant, que s'est-il passé? Les gens n'ont même pas attendu 3 jours, ils ont installé eux-mêmes le ralentisseur dans la rue. Qu'est-ce que tout cela veut dire? L'État a décidé, par la voie des libéraux qui le dirigent, de s'auto-détruire. Les services publics reculent de partout. L'État recule de partout. Or, l'État et les services publics, c'est la matière première, physique, concrète de la vie en commun. Là où il n'y a plus que le marché, quand tout est privatisé, alors vous êtes privé de tout. C'est ça la règle. Et c'est donc contre cette règle qu'il faut aller. Je vous invite à vous auto-organiser, à prendre le pouvoir partout où vous le pouvez sur les lieux dans lesquels vous vivez, les rues dans lesquelles vous vous trouvez, en suivant des règles simples. Premièrement, toute action doit être non violente. Deuxièmement, toute action doit être inclusive, c'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir y participer s'il a envie de participer à l'action. Toute action de cette nature doit être positive. Soit nous obtenons ce que nous voulons, soit nous le faisons quand même. Enfin, il faut que ce soit un pouvoir populaire des gens sur eux-mêmes. Autrement dit, que ces actions soient le fait d'assemblées citoyennes et pas seulement de minorités qui se donneraient je ne sais quel pouvoir d'organisation sur les autres ou faire entrer de la conscience dans les têtes comme si les gens avaient besoin qu'on vienne leur répéter les choses pour savoir quoi faire. Il faut que ce soit le collectif le plus ample. Cette tâche est une tâche révolutionnaire et c'est sur elle que je vais achever mon propos. C'est une tâche révolutionnaire et une tâche républicaine. Vous savez, vous n'entendez parler de la République que pour lui jeter des pierres. On dit la République a abandonné les gens dans les cités. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la République qui a abandonné qui que ce soit. C'est le capitalisme qui a relégué les gens. La question est donc celle de la construction d'une nouvelle République sur la base de la nouvelle France. C'est ça qui est à l'ordre du jour. Et ça, c'est une action politique, bien sûr, il faudra une constituante, bien sûr, il faudra une 6e République, mais ce n'est pas que ça, ce n'est pas que des institutions froides, ce n'est pas que du droit abstrait, il s'agit de quelque chose d'humain et de vivant. La France qu'il s'agit de reconstruire, la France solidaire, la France des services publics, la France de la mixité sociale, la France où chacun mène sa vie et tâche d'y trouver son bonheur comme il peut, au contact des autres, quels que soient les autres, et pas seulement dans un enfermement, ou ethnique, ou religieux, ou que sais-je encore, ou social. La France que nous aimons, c'est celle que nous sommes en train de construire, nous-mêmes, dans nos vies, avec nos enfants, en leur enseignant le respect des autres, le bien vivre, les règles de politesse, les règles de construction d'une société non violente et pacifique. C'est cette France-là tout entière que nous allons reconstruire. Et pour cela, il s'agit d'abattre, de faire finir ce système maudit qui oppose et rend les gens ennemis les uns des autres, alors qu'ils avaient seulement envie de s'aimer.
Ça va?